En fait, oser demander de l'aide, c'est super important. Moi, pendant des années, orgueilleusement, je pensais m'en sortir tout seul. Et j'ai bien vu que tout seul, je me rétamais violemment. Bonjour et bienvenue sur Ma Vie Positive TV. Aujourd'hui, on est avec Baptiste. Alors, je suis très touchée. Alors, vous allez vite comprendre pourquoi dans cette interview. Baptiste a une histoire très touchante. Il a écrit ce magnifique livre d'avoir trop trinqué, ma vie s'est arrêtée. Ça m'a énormément bouleversée, à vrai dire, comme livre, puisque j'ai vécu aussi ma petite partie avec l'alcool, mes petits soucis ou gros soucis, je sais pas comment on peut les appeler, et ce livre a changé le point de vue que j'avais sur moi, donc au travers de ce magnifique livre dont on va vous parler, et puis on va parler aussi de ton expérience. Donc Baptiste, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, qui tu es, ce que tu fais Bah, je suis ravi d'être ici. Je suis content. Avec Chloé, on a beaucoup échangé sur Insta et c'est vrai qu'on avait certaines valeurs en commun ou certaines façons de percevoir la vie en commun. Donc il y a eu cette accroche et donc je suis ravi que tu m'aies invité aujourd'hui pour parler de cette histoire. Moi, j'ai connu l'alcoolisme de mes 15 à 24 ans. J'en ai beaucoup souffert et j'ai perdu le sens que je voulais donner à ma vie. J'ai perdu une envie de vivre parce que j'étais pas forcément en accord avec moi-même et que j'ai utilisé l'alcool pour fuir, pour anesthésier des souffrances. Et je suis rentré dans des cercles vicieux qui m'ont un peu détruit. Mais heureusement, il y a une belle fin à ça, c'est que j'ai pris conscience de ma maladie et que j'ai entamé mon parcours d'abstinence. J'ai arrêté l'alcool à l'âge de 24 ans et donc ça fait plus de 6 ans aujourd'hui que j'ai pas pris une seule goutte. Et dans ce parcours d'abstinence, j'ai rencontré Judith Lossman qui est littérothérapeute, donc c'est une thérapie par l'écriture. J'avais ce projet à la base de transmettre en fait aux jeunes, de leur dire que l'alcool ne discrimine absolument personne. J'avais des choses à dire et Judith m'a guidé dans mon introspection, elle m'a aidé à trouver les mots justes et je suis vachement fier de cet ouvrage parce qu'il est très émotionnel, il est très authentique, il est brut aussi, parfois douloureux, mais il retranscrit en fait parfaitement ce par quoi on vit quand on est addict. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. En tout cas, j'ai pas de gueule de bois et c'est quelque chose de merveilleux. Il y a plein d'autres choses qui sont positives, mais ça c'est le premier. Être sans gueule de bois, c'est merveilleux. Ce livre, donc tu l'as écrit dans le cadre... En fait, je préfère corriger tout. Je l'ai coécrit. J'aime bien parce que ça a été écrit à 4 mains et je suis pas tout seul dans cet ouvrage et Judith a un rôle phénoménal dans cette écriture. Et comment ça s'est passé un petit peu du coup cette écriture, enfin en fait ce cheminement, tu t'as rencontré Judith, j'allais dire par hasard, bon, je ne crois pas au hasard. Non, pas par hasard, c'est ma maman qui a eu toujours un rôle fondamental dans mes prises de conscience. En fait à l'époque j'avais ce désir d'écrire, je me suis enfin lancé, j'ai tout plaqué pour commencer à écrire et égoïstement ou orgueilleusement je pensais pouvoir y arriver tout seul. Comme dans l'alcool, en fait, je pensais au début y arriver tout seul et je voyais bien que je n'y arrivais pas. Pareil pour l'écriture, j'ai buté souvent pendant quelques mois et c'est maman qui m'a tendu un flyer un jour et qui m'a dit « Je pense que tu devrais appeler cette personne-là ». Donc j'ai appelé le numéro et puis Judith était au bout du fil et il y a eu ce feeling immédiat. On s'est rencontrés 3-4 jours après et ensuite on a commencé à bosser ensemble et ça a duré 3 ans où on s'est vu quasiment tous les jours. Donc en gros, c'est 5-6 heures de thérapie par jour pendant 3 ans qui donnent naissance à ce bouquin. Donc c'est un travail d'introspection assez monstrueux. Ça a été douloureux parce qu'il a fallu que j'aille voir des choses que j'occultais, des choses que j'avais peur d'aller dépoussiérer. Il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup de colère, de frustration, mais ensuite, il y a eu énormément de libération. Et ce livre, en fait, c'est aussi
j'ai davantage de libération. Je pense que c'est le socle de mon abstinence aussi. Oui, c'est ce qui aussi tient la base et qui te motive quand tu l'as entre les mains. Tu te dis voilà, j'en suis là. En fait, je suis reconnaissant chaque jour pour mon abstinence. C'est grâce à mon abstinence que je suis ce que je suis aujourd'hui. Mais ce livre est venu conforter mon désir d'être là auprès des autres et de transmettre, de dire des choses, de parler de cette maladie. Donc sans ce bouquin, je pense que j'aurais pas les mots aujourd'hui pour te dire ce que c'est, pour te dire ce que j'ai ressenti, etc. Parce que j'ai fait ce travail en amont. Ouais. Quand j'interviens, quand je fais des conférences en entreprise ou auprès d'universités ou dans des lycées, j'ai les mots parce que j'ai fait ce travail en amont. T'as les mots justes pour pouvoir parler de chaque chose. Oui. Mais on le ressent, hein, moi, j'ai pleuré plus d'une fois. Je te le disais tout à l'heure dans le train, j'étais cachée comme ça derrière mon livre et je pleurais parce que chaque mot avait un impact tellement puissant et d'une justesse justement qui est juste incroyable, quoi. On utilise des mots aujourd'hui un peu comme ça. Le mot honte, le mot de culpabilité, puis sans savoir l'orgueil. La manière dont tu as parlé de l'orgueil à la fin, moi, je ne l'avais jamais vu de ce point de vue-là. Et je me suis dit, mais en fait, moi aussi, juste, j'avais pas compris ce point de vue. Et c'est un livre où il se passe énormément de choses parce que tu as vécu des choses. Quand j'ai lu la moitié, je te le disais même tout à l'heure, j'ai dû faire une pause parce qu'il y a vraiment une grosse partie où tu parles tous les événements douloureux qui sont arrivés. Alors, est-ce que c'est les événements qui ont conduit à l'alcool? Est-ce que c'est l'alcool qui a conduit à certains événements? Il y a un peu dans chaque direction, en fait. Hein, c'est une boucle, hein, c'est un gros cercle vicieux. Et c'est vrai que il y a des catastrophes, il y en a eu beaucoup. Plus d'une fois, je me suis dit, mais Baptiste, comment il fait? Enfin, il est courageux parce que on se dit, mais on pourrait un corps, un esprit, enfin, l'humain ne peut pas emmagasiner autant de choses douloureuses et on le prend de plein fouet, on vit vraiment les choses avec toi. Et ouais, ça m'a bouleversée. Ça m'a franchement bouleversée et j'ai adoré la deuxième partie que j'ai trouvée très très spirituelle, où tu fais intervenir beaucoup de personnages, alors pas de l'ordre de la fiction, des choses que tu as vécues, des dialogues que tu as pu avoir avec des personnages un peu spirituels, imaginaires, qui sont arrivés dans ta tête pour te parler, pour te faire l'avocat du diable et avec les petits anges au passage. Et ça, c'est très compliqué de vous l'expliquer et je pense que le meilleur moyen, c'est de le lire. On peut vous parler de beaucoup de choses de Baptiste, mais en tout cas, pour comprendre cette partie-là du livre et comprendre la puissance de chaque mot, faut vraiment le lire. Et moi, je trouve que c'est un livre qui peut vraiment être conseillé à tout le monde. Aussi bien à des parents qui se posent des questions sur leurs enfants que quelqu'un qui souffre d'alcoolisme. Moi, j'aurais été ravie, mais voilà, les choses ne se font jamais par hasard et je le lis maintenant et c'est très bien. Je suis très heureuse au moins de tomber sur ton livre, mais j'aurais aimé l'avoir pendant mes années de fac où j'avais une consommation d'alcool qui était très dangereuse pour moi, qui m'a conduit à beaucoup d'états très compliqués, des accidents, beaucoup de choses douloureuses et aujourd'hui ce livre je l'ai sous la main et je suis prête à l'acheter à n'importe qui aurait besoin de tes lumières, de tes conseils et de la puissance de chaque mot pour voilà, quand on commence ce livre, pour moi ça a été ce que j'ai vécu, il y a Chloé avant et il y a eu une Chloé après et même encore aujourd'hui, mon rapport à l'alcool est complètement différent. Ça me l'a encore changé parce que ce livre en fait, on sent que le travail qui a été fait sur toi de thérapie, en fait, on le vit et on le fait aussi en lisant ce livre. Et c'est pas juste un livre, c'est un livre qui reste imprégné vraiment dans chacune de nos cellules, dans notre tête, mais de manière vraiment ultra positive. Même si le livre est bizarrement hyper douloureux, quand on l'a terminé, qu'on arrive à la dernière page, on se dit waouh,
je suis quelqu'un d'autre maintenant, et en fait, ouais, c'est ça. On vit la thérapie et on sent la profondeur et cette démarche qui a duré 3 ans. Enfin, chaque mot a été choisi. Enfin voilà, c'est assez impressionnant. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu, du coup, pour qu'on comprenne un petit peu ton parcours avec l'alcool, comment ça a démarré? Alors, tu nous as parlé aussi tu nous as parlé beaucoup d'émotions dans ce livre, de qui tu étais, de choses qui avaient été refoulées, des rêves qui avaient été mis de côté, mais aussi, enfin voilà, il y a une multitude de choses qui t'ont amené. Il y a l'histoire du super Baptiste que je comprends tout à fait. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu en fait comment ce chemin est arrivé et comment tu en es arrivé au point de dire voilà, je suis vraiment alcoolique et c'est compliqué? Ça s'est fait sur des années. En fait, on ne devient pas dépendant en 24 heures. En fait, l'addiction, c'est d'abord une personnalité à risque. Et moi, en fait, en faisant ma thérapie, je me suis rendu compte que dès mon plus jeune âge, avant même de rencontrer l'alcool, j'avais un terrain sensible aux addictions. Je considère que l'hypersensibilité, c'est un terrain qui favorise les addictions, parce que quand on est jeune et dans une situation assez vulnérable, moi je savais pas gérer mes émotions, je savais pas comment les canaliser ou les extérioriser de façon positive. Donc en tant qu'homme aussi, on m'a toujours dit d'être fort, de masquer en fait mes émotions. Donc quand j'ai trouvé l'alcool sur mon chemin pour tabasser en fait toutes ces émotions indésirables, j'ai trouvé que c'était un substitut parfait. Et je suis quelqu'un aussi de très anxieux qui a du mal à changer d'environnement. Donc quand on est passé de Londres à la France, j'ai très très mal vécu ce changement de système scolaire. Et donc toute cette pression, ce qu'on attendait de moi aussi, des choses très indésirables, ben je savais pas trop comment gérer tout ça. Donc quand j'ai trouvé l'alcool sur mon chemin, ça a été une libération aussi, une fuite en fait. Je ne veux pas ressentir, je veux fuir, mais j'en avais pas conscience. Pour moi, c'était très drôle de pouvoir boire, de faire des conneries. Faut savoir aussi que moi j'adorais le foot et que j'ai hésité à approfondir ce rêve de devenir footballeur. Mais c'était quelque chose qui se faisait pas dans mon milieu, donc au lieu d'avoir à choisir, en fait, j'ai pas choisi et je me suis tu. Et je pense que se taire, ne pas avoir accès à la parole, se sentir étouffé, asphyxié, fait que il faut un exutoire. Et j'ai trouvé l'alcool aussi. Donc quand le foot a disparu de ma vie, l'alcool est venu remplacer ce vide. Je pars un peu en vrille dans tous les sens. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Si, c'est super clair. Si. Non, mais ensuite, il y a plein de choses. Il y a les rituels aussi, moi je suis quelqu'un qui ritualise énormément les choses et ma première soirée s'est faite sous alcool, donc mon cerveau addict s'est dit mais en fait tu vas devoir reproduire exactement la même chose. Il y a eu le rituel du before où on se retrouvait entre mecs, on se mettait une biture, un maximum d'alcool en un temps record. Faut arriver aux soirées, c'est mieux d'arriver déchiré. Et puis on se sentait tellement puissant parce que par rapport aux autres qui buvaient moins, on se sentait ultra supérieur. Quand tu parles d'orgueil, mais ça en fait partie. Je suis très très fier d'avoir accès à l'alcool avant les autres. Je suis très fier de pouvoir boire et de tenir. Je suis très fier de ma descente, de faire des culs secs. Il y a une grande part d'orgueil dans cette maladie. Enfin, en tout cas, moi je considère ça. Donc oui, très très fier. Et ensuite, on rentre dans des mécanismes, dans des rituels, dans des troubles, que j'appelle les troubles de l'addiction, notamment la tolérance, par exemple, qu'on connaît tous, parce que à 14 ans, quand j'ai besoin de 2 verres de rosé pour être pété, à 19 ans, 20 ans, j'ai besoin de beaucoup plus. C'est mon corps s'habitue. Et il s'habitue à quoi, en fait? Le corps s'habitue aux doses. Et en fait, moi j'ai envie de me procurer des effets, j'ai envie de ressentir des effets. Ça aussi, ça fait partie de l'addiction, c'est que je suis en recherche d'effets. Le goût, je m'en fous. Tu le dis très souvent, t'as pas de plaisir dans le goût, en fait. Non.
Non, pas de plaisir dans le goût. C'était qu'est-ce qui peut me défoncer le plus rapidement possible. Donc ça va être les alcools forts, les trucs comme ça. Et puis mon corps s'habitue et a besoin de plus de doses pour atteindre les mêmes effets. Ensuite, il y a eu le perte de contrôle de sa vie où j'ai perdu tout intérêt dans mes études, donc j'ai été amené déscolarisé parce que l'alcool prenait de plus en plus de place dans ma vie. Je validais pas mes années d'études et donc voilà, déscolarisé, je végétais, j'étais soit dans le mal, soit en train de sortir. Et puis voilà, ma vie c'était ça. Je zonais un peu. Et puis effectivement, il y a eu des drames qui ont venu ouvrir des cicatrices ou créer davantage de cicatrices. J'avais un fond qui était propice, sensible aux addictions. Et il y a eu des drames qui sont apparus pour révéler l'addict qui sommeillait en moi, notamment la mort de mon papa quand j'avais 19 ans. J'ai mis longtemps à comprendre à quel point ça m'avait traumatisé parce que j'ai beaucoup utilisé l'alcool pour m'empêcher de faire mon deuil, pour m'empêcher de réaliser qu'il était plus là. Et à 19 ans, en plus, j'avais aucune conscience de ce que c'était la mort. À 19 ans, t'es sur le toit du monde, t'es surpuissant, t'es un super Baptiste ou une super Chloé, et puis tu te rends pas compte. Et donc, tant que je buvais, j'ai pas réalisé que papa était plus là. D'ailleurs, c'est peut-être que je le dis dans le livre, mais c'est à partir de mon abstinence, donc 5 ans après la mort de papa, que j'ai pu commencer à faire mon deuil. Commencer à réaliser qu'il était plus là, que je devais me construire sans lui. Et c'est vrai que j'ai perdu un repère qui me manque encore aujourd'hui, tous les jours, pour des trucs tout cons, mais pour remplir une feuille d'impôt, pour aller visiter un appart, pour me conseiller, enfin des trucs qui paraissent tout cons. Et même dans mon vocabulaire de tous les jours, je n'emploie quasiment plus le mot papa. Et il y a une espèce de différence par rapport à d'autres. Et dès que j'entends ce mot, il y a une forme il y a un manque, quoi, qui est là. Mais tu vois, en fait, cela dit, quand on croit en une force supérieure, quand on essaye de voir que derrière les drames, il y a peut-être des choses positives qui peuvent être derrière, moi, grâce à sa mort, ça m'a permis de m'affirmer. C'est vrai que papa, c'était quelqu'un qui prenait énormément de place dans la famille, qui était quelqu'un qui avait une aura dans la maison, mais qui peut-être empêchait ses enfants de prendre leur place, de s'affirmer, de choisir leur voie. Et je considère aujourd'hui, maintenant ça fait plus de 11 ans qu'il est plus là, mais je vois chez mes frères que chacun progressivement a pu trouver sa voie et droit dans ses bottes. Et peut-être qu'avec lui, ça n'aurait pas été le cas. J'ai plein d'autres choses à dire. Oui, mais c'est vrai que tu l'expliques très bien, cette relation avec la figure paternelle. Et voilà, pour toi c'est paternel, pour d'autres ça va être maternel. Mais il y a énormément de choses à creuser souvent dans notre rapport avec nos parents. Et c'est beaucoup de choses. Voilà, ils le font pas exprès, on leur en veut pas à nos parents, mais voilà, on récupère des choses et puis si on nettoie pas un petit peu au fur et à mesure pour savoir qui on est. Nos parents nous construisent très bien, je pense à mes parents qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais je suis ravie d'avoir eu de longues conversations avec ma mère sur la manière dont m'éduquer, parce que je sais que ça a laissé, enfin je dis ma mère parce que c'est avec elle que j'ai le plus parlé, mais voilà, ça a laissé dans le côté de vouloir faire bien. Moi, mon papa me voyait comme une petite fille. Waouh, ma fille parfaite, elle va être première partout, elle va briller, elle va réussir. Et puis en fait, à un moment donné, la vie avance et c'est pas le cas. Et à ce moment où on se rend compte que c'est pas le cas du tout, qu'on n'est pas cette fille-là, il y a un espèce de choc qui se crée. Et je comprends parfaitement quand tu parles de rituel. Moi, je pense que j'ai un gros terrain addict. Je dois l'hypersensibilité, le manque de confiance. Et quand tu parles de Super Baptiste ou de Super Chloé, ça me fait super sourire parce que moi, j'ai commencé à boire plus au moment de la fac de pharmacie. C'est-à-dire que j'ai compris comme toi que, en fait, au moment de boire, je lâchais, en fait. Et ce petit moment-là, moi, j'avais l'impression que j'étais dans le vrai. C'est que
Et peut-être, en fait, peut-être, oui, je pense que j'ai été dans le vrai, avant de tomber dans une consommation qui était différente, qui était plus excessive et qui était destructrice. J'ai eu cette petite période où les petits verres à droite à gauche me faisaient enfin sentir qui j'étais. J'avais les idées plein la tête, j'avais l'impression que j'étais créative, j'avais l'impression que j'étais performante. Et ça a commencé tout doucement en fait à grappiller du terrain. Alors je me suis retrouvée par exemple en cafétéria à la fac et puis ils servaient de la bière. Alors déjà je trouve ça hallucinant de servir de la bière en fac de vin. Bon, c'est plus le cas apparemment aujourd'hui, mais et puis j'ai pris ma première bière puis j'ai détesté. Et puis on m'a dit oh arrête nanana. Alors j'ai eu un peu de pression donc allez, j'ai fini quand même mon verre. Et puis j'ai senti que ça me faisait quelque chose. Puis après je suis allée en cours, j'étais là, ouais, oh, c'est cool en fait. J'avais presque l'impression que j'étais un peu plus présente dans l'instant présent. Et puis il y a eu la soirée où on n'a pas trop d'argent quand on fait ses études. Moi je me rappelle de on te donne alors avec un ticket tu peux acheter une bière et il te faut 4 tickets pour acheter un super bon punch on va dire. Le choix avait été vite fait, du coup on incite à boire plus, donc voilà. Et puis en soirée ça me libérait. Je parlais plus aux gens, je disais plus ce que je pensais. Ça me permettait de monter sur les podiums et de danser. Je sais qu'à un moment donné tu t'en parles dans ton livre, mais c'est tout à fait ça. Je me sentais puissante et juste. Donc la soirée d'après, il était hors de question de pas boire. Donc dès que je sortais, pareil que toi, le rituel, c'était que les copines viennent à la maison, qu'on boive et qu'après on sorte, parce qu'en plus ça coûte cher un verre en soirée. Donc et toutes les autres, voilà. Et c'est bien sûr que c'est une excuse, parce qu'en plus mon corps n'avait pas besoin. Je veux dire, je suis quand même en plus assez fine et tout, donc j'ai pas besoin de boire des grosses quantités pour le sentir. Puis on est passé d'un verre à 2 verres à une bouteille, et j'ai eu comme ça de gros chocs au niveau de mes études. Franchement, c'est hyper dur pour moi de le dire et je suis fière de le dire parce que grâce à ton livre, j'ai compris que il fallait pas avoir honte parce que, comme je te disais, la honte aide à guérir et à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et ça permet pour moi, c'est notre guidance émotionnelle qui nous dit « Ah, attention, si là t'as honte, c'est que tu es en décalage ». Mais aujourd'hui, j'ai vraiment guéri ce côté d'avoir honte de le dire, mais ma mère m'a retrouvée dans des états, je veux dire, sur une année de fac, je perdais 6 fois ma carte bleue, je rentrais chez moi sans manteau, je me suis retrouvée une fois dans la rue, j'ai fait tomber mon téléphone portable, j'ai perdu la carte SIM, je m'en suis pas rendu compte, je pouvais plus téléphoner, je me suis retrouvée sur un bas de porte, dehors, à dormir pendant 3 heures, les gens passaient, et puis les gens n'étaient même pas alarmés parce que en fait parce que en plus à Lille dans la rue des Bars, je veux dire tout le monde aujourd'hui quand j'y vais ça me fait mal, ça me fait peur parce que je vois beaucoup de détresse un petit peu partout, mais c'était drôle en fait, c'était drôle. Et puis la soirée d'après on me dit ah t'as fait ça, tu nous as fait rire. Alors on a l'impression d'être un peu le pitre, Chloé la bonne copine qui picole et qui nous fait rire, sauf qu'au fur et à mesure on grappille. Et en fait, on devient un danger pour soi-même. Et je me suis mise dans des situations... ma mère est venue me rechercher à 5h du matin dans une boulangerie qui avait appelé parce qu'il m'avait trouvée sur le bas d'une porte. Des trucs qui ont été... qui révélaient beaucoup de choses. Et ce que ça révélait, c'est que j'étais une fille qui était hypersensible, qui savait pas le gérer, qui était perdue dans ses études, dans trop de pression, qui se mettait la barre, mais tellement haute, avec des rêves plein la tête, mais cette impression que j'allais jamais y accéder, et j'avais envie d'oublier, d'anesthésier. Et puis ce petit moment-là me faisait tellement bien que je pouvais plus m'en passer. Donc c'était pas possible de pas sortir le jeudi. Le jeudi, il fallait sortir, il fallait se la coller, il fallait arriver le lendemain matin en cours d'anglais ou même ne pas y aller. Il y a eu comme toi des périodes très compliquées. Et à la séparation de mes parents, alors là ça a été c'était évident pour moi leur séparation, c'était quelque chose, c'est normal, ça matchait plus, mais au moment où ça arrive c'est hyper traumatisant en fait, parce que dans une famille que l'on voit parfaite, moi j'ai vu beaucoup ma famille parfaite, et en fait c'est comme si tout doucement les cartes se retournaient
je voyais la perfection, mais comme une enfant qui, du jour au lendemain, ne croit plus au Père Noël, en fait. Et qui voit ça comme, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de mal autour de moi. Ma maman, essentiellement ma mère, qui, pour le coup, je pense que l'a vu avant les autres. Juste, elle savait pas comment s'y prendre. C'est très compliqué pour la famille de savoir ce qu'on dit, ce qu'on fait, comment on oriente. Ce qui m'a un peu aidée, c'est que j'ai fait la rencontre d'un ancien copain qui, lui, pour le coup, m'a conseillé de voir un psychanalyste. Et ça a vraiment été pour moi, la psychanalyse, le début et la révélation de beaucoup, beaucoup de choses, parce que j'ai commencé à mettre des mots sur chaque douleur, chaque émotion, chaque petite chose. Et je faisais ça 2 fois par semaine. Et ça a duré 3-4 ans. Et puis aujourd'hui, je trouve du réconfort dans toutes mes lectures, dans les gens que je rencontre comme toi. Et c'est ce qui me fait beaucoup de bien, mais je sais que je dois rester vigilante. Je suis encore dans le contrôle. Je suis encore dans cette étape où voilà, je suis pas abstinente, mais je sais que voilà, quand un verre d'alcool se pose sur la table, je réfléchis parce que c'est très rare que j'y en ai qu'un. Je peux aller vite. Voilà. Après, les choses ont changé depuis la lecture de ton livre, ça a apaisé beaucoup de choses en moi, et du coup, voilà, comme je disais, il y a une personne avant, il y a une personne après. Est-ce que tu peux, alors du coup, on va en revenir un petit peu de toi, le déclic par rapport au fait de devenir abstinent, je crois que c'est ta maman aussi qui a trouvé les mots justes pour te faire changer un petit peu de chemin. Non, avant de dire ça, je me suis beaucoup reconnu dans tes propos. Tu décris très bien ce qui peut paraître. On est jeune, on kiffe la vie, on profite de la fête, on est sur le toit du monde, à finalement en fait avoir une relation malsaine avec une substance. Et petit à petit, en fait, tout ce qui est positif devient en fait du négatif. Dans la balance décisionnelle, il y a beaucoup plus de négatif. Et c'est ça aussi l'addiction, c'est qu'il y a de plus en plus de négatif. Il y a aussi quelque chose que je voulais dire, c'est que on est encore jeune, et moi j'ai eu un grand problème de réaliser que j'étais malade, parce que dans les représentations que l'on a de cette maladie, c'est pas un mec de 20 ans qui fait le con et qui sort et qui boit. Exactement. On a plutôt l'image du sans-abri, on a plutôt l'image de la maman qui s'ennuie à la maison ou qui néglige ses enfants, ou l'homme qui est au PMU et qui est au chômage. On a ces représentations-là, et en fait, oui, elles existent, mais il y a aussi plein d'autres cas. Et on se cache souvent derrière cette excuse du oh non, il est jeune, oui, il profite. Il profite. Moi, ma maman a longtemps cru que je faisais une crise d'adolescence qui durait, tu vois. Et moi, en tant que jeune, je disais, mais non, je bois qu'en soirée, non, j'ai encore un toit. En fait, c'est se chercher des excuses, c'est vraiment ça le déni, quoi. Ah non, mais franchement, je suis d'accord avec toi, parce que aujourd'hui, quand je raconte ce que j'ai vécu avec l'alcool pendant mes études, j'ai énormément de gens qui me disent « ça va, t'étais jeune, c'est bon, on en a tous fait des conneries ». Et c'est moi seule qui m'en suis rendu compte, de me dire « mais il y avait un problème, il y avait un putain de problème, désolé du terme, mais ça n'allait pas. C'était un besoin, c'était machin, j'avais des stratagèmes pour tout faire pour ramener l'alcool, pour qu'elle s'invite à la soirée ou qu'elle s'invite dans un moment. » Et toutes les occasions étaient bonnes. Et c'est vrai que de l'extérieur, mais oui, mais elle était jeune, oui, moi aussi j'en ai fait des conneries. Je pense même que mon père est complètement aveugle, et il y a une partie de ma famille complètement aveugle face à la consommation d'alcool, qui pour eux est normale, alors que j'ai des personnes dans mon entourage qui n'ont pas une consommation qui est normale, je pense. Alors il n'y a pas de normal, pas normal, mais qui peut-être devrait être alarmante. Et je pense à mon petit frère. Mon petit frère a été bouleversé il y a quelques années. Il a perdu un de ses meilleurs potes dans une soirée due à l'alcool. Et en fait, ma petite cousine, elle a eu quelqu'un suite. Enfin, en fait, rien qu'autour de nous, on en a énormément. Mais on dédramatise tellement que, ouais, comme tu dis, en fonction de l'âge, en fonction de, voilà, si on vient d'une bonne famille, si on a des bonnes études derrière, parce que sous prétexte que j'avais des belles études, je viens d'une bonne famille, enfin voilà, ça rentre pas dans les critères de il y a de la vigilance, c'est pas juste elle s'amuse, c'est pas juste
elle décompresse parce qu'elle révise trop. C'est trop facile de dire j'ai eu des études compliquées où j'ai dû beaucoup réviser donc j'avais besoin de souffler. Je pense que le problème n'était pas les études, le problème était, les études le faisaient ressortir, mais le problème était bien plus profond, c'est que je savais pas qui j'étais, je savais pas ce que je voulais, je savais pas où j'en étais, et j'étais hypersensible. Alors tout ça mis en vrac, et ça donnait ça. Mais c'est vrai, on s'alarme pas assez de certaines personnes qu'on a. Et du coup, toi, ta maman, ça a été le plus beau conseil qu'elle t'a donné, c'est est-ce que tu as pensé aux alcooliques anonymes? Ouais. Alors il y a plusieurs formes d'accompagnement, mais c'est vrai que ma maman était allée au Al-Anon, qui est un groupe de parole pour l'entourage du malade addict, pour y trouver des ressources, du soutien, se sentir moins seul. Je savais pas du tout qu'elle y allait, elle y allait dans mon dos, mais je pense que chez les Al-Anon, on lui a dit, mais écoute, propose les alcooliques anonymes à ton fils. Et donc en fait, moi ça faisait 48 heures que j'étais au pieu parce que c'était une cuite monumentale et je me nourrissais plus parce que j'étais incapable de me traîner jusqu'au frigo. Je vivais dans le noir, je grelottais en fait, j'étais en manque total, avec des idées très très noires. C'est vrai qu'à ce moment-là, à quoi bon vivre quoi. C'était vraiment une souffrance inouïe. Et là, t'as la luminosité de maman qui vient dans ma chambre et qui s'assied au pied de mon lit et qui me dit est-ce que tu as songé aux alcooliques anonymes? Je pense que j'ai entendu parce qu'elle a arrêté de me juger ou de me faire un reproche. En fait, ça a été une preuve d'amour, une façon de me dire Baptiste, je t'aime, tu es mon fils, je vois que tu es malade et que tu as besoin d'aide. Je te tends une bouée de sauvetage en te proposant les alcooliques anonymes. À toi de t'accrocher à cette bouée. Le même jour, je reçois une lettre de mes amis qui est assez incroyable, mes véritables amis qui sont là pour moi encore aujourd'hui et qui me disent Baptiste, oui, tu as des raisons valables à ton alcoolisme, c'est normal que tu boives, il y a de la souffrance, etc. Mais on veut que tu vives. Donc on va être là pour toi et on va essayer de t'accompagner. Et ces deux preuves d'amour en moins de 24 heures m'ont fait voir que mais en fait Baptiste, peut-être que tu as le droit de vivre. Il y a des gens qui t'aiment dans la vie et moi, en tant qu'hypersensible, j'avais ce besoin d'amour, besoin de reconnaissance, besoin de me dire Baptiste, en fait tu as le droit d'exister. Et donc ces preuves m'ont conduit aux alcooliques anonymes et là j'ai découvert une famille qui me comprenait, qui ne me jugeait pas, qui avait toujours les mots justes. Et moi qui me sentais si seul, si différent, tel le mouton noir de ma famille ou de mon cercle social, j'ai vu que j'étais pas seul et que si d'autres avaient les ressources intérieures pour s'en sortir, en échangeant, en parlant, peut-être que moi aussi j'avais ces ressources en moi. Donc là j'ai pu commencer à me reconstruire, à commencer mon chemin d'abstinence et ça n'a pas été facile. Mes 3 premiers mois ont été dans le brouillard complet, je ressentais rien. En fait, c'était l'alcool qui continuait dans mes cellules à m'anesthésier. J'étais dépressif à cause de l'alcool. Parce que souvent on me demande, mais oui, mais je bois parce que je suis dépressif. Mais en fait, l'alcool est un dépresseur. Si tu fonces vers l'alcool, si tu vois l'alcool comme une solution à ton mal-être, à tes angoisses, à tes états dépressiogènes, c'est finalement ça qui accentue. Donc, et au bout de 3 mois d'abstinence, j'ai recommencé à sentir des choses. Je me souviens, c'est pour ça que cette deuxième partie se passe sur un banc. C'est qu'au bout de 3 mois d'abstinence, je m'assieds sur un banc et je lève les yeux et je vois un grand ciel bleu. Il n'y avait même pas une trace d'avion dans le ciel. Et je sens l'herbe coupée, ma main touche le banc et c'est rugueux sous ma main. En fait, mes sens sont en éveil. Je recommence à sentir et je le dois uniquement à cette abstinence qui me permet de redécouvrir la beauté de la vie. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, t'es pas dépressif. C'est l'alcool qui s'évapore petit à petit de ton corps. Et le voile de l'addiction est en train de se fracasser. Et ça m'a donné encore plus de raisons de vivre, encore plus de confiance en ce choix. Et c'est à partir de là que j'ai été convaincu que l'abstinence serait le meilleur choix pour moi, parce qu'il me permet d'exploiter tout mon potentiel. Alors après, je suis allé aux alcooliques anonymes, et ensuite en fait, il
il y a un moment dans ma vie, au bout de 2 ans d'abstinence, où j'ai failli retomber dans l'alcool parce que, encore une fois, comme tu le dis très bien, c'est aussi une question d'être en accord avec soi-même. Et moi, j'ai longtemps subi ce qu'on attendait de moi, le désir des autres, où tu vas faire de bonnes études, tu vas travailler dans une belle boîte. Est-ce que véritablement c'était le choix de Baptiste? Est-ce que c'était véritablement mon identité? Et dans mon abstinence, j'ai essayé de suivre ce chemin tout tracé en me disant bah ça va, t'es abstinent, donc tous tes problèmes vont être réglés. Mais en fait non, il fallait aussi que j'ai le courage de me découvrir, de me confronter à qui j'étais. Et donc dans l'abstinence, j'ai connu des grands états dépressifs à nouveau parce que j'avais suivi ce chemin qui finalement n'était pas pour moi. Et j'ai reconnu des états de dépression mortifère que je pensais ne plus connaître parce que j'avais réglé ce problème d'alcool. Et j'ai été très proche de reboire parce que c'était intolérable. Et en fait, c'est à partir de là, 2 ans d'abstinence, que je me suis dit, en fait, aie le courage de t'écouter, aie le courage de t'affirmer, change d'environnement parce que tu es finalement un peu resté dans l'environnement qui t'a rendu malade aussi. Donc, aie confiance en ta voix intérieure, en tes tripes. Et c'est à partir de là que j'ai décidé d'écrire ce bouquin et d'être véritablement à l'écoute de moi-même. Et honnêtement, après ce bouquin, je suis encore mieux, quoi. C'est franchement magnifique. C'est cool. C'est beau à entendre, mais ça se ressent et c'est tous les jours, hein, même quand on te suit sur les réseaux, on sent cette force, comme tu dis, et comme tu choisis très bien tes mots, parce que je pense que maintenant tu te connais, enfin de plus en plus. Un peu on mieux, a toute une vie pour apprendre à se connaître et puis on change. Il y a beaucoup de choses qui changent en plus autour de nous tout le temps, donc c'est un travail de tous les jours de savoir qui on est. Mais c'est vrai que quand tu parles sur les réseaux et tout ce que tu mets, ça a beaucoup de profondeur, beaucoup de sens. Et comme toi, tu y crois et on le sent dans tes mots, on ne peut que y croire avec toi en fait. Et aujourd'hui, Merci. du coup, avec plaisir. Merci beaucoup. Mais du coup, aujourd'hui, tu fais des trucs super. Aujourd'hui, je fais des trucs super. Tu fais des trucs super, on va dire. Pas qu'avant, voilà, mais aujourd'hui, voilà, tu t'émancipes. Aujourd'hui, je suis à ma place. Voilà. En fait, c'est ça. Toute la différence, c'est qu'aujourd'hui, je me lève le matin et je suis content de me lever. Et en fait, j'ai reconstruit une estime de moi. Trouver sa place, c'est avoir un renouveau de confiance en soi. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que si je m'aime suffisamment, j'ai moins de raisons de me détruire. Donc en fait, pourquoi ce livre est intéressant, c'est qu'en fait, à mon avis, il peut parler à toute personne qui est en reconstruction, mais de manière assez globale. Parce que oui, je traite de l'alcool, etc., mais j'ai aussi dû me reconstruire. Et donc, c'est aussi un livre de développement personnel Bien où sûr. je donne des clés. Et donc, le matin, je me lève et voilà, c'est apaisant d'avoir trouvé ma place. Après ce bouquin, j'ai découvert ce que c'était un patient expert. Oui. Parce qu'au-delà de ce livre, je me suis dit, Baptiste, si tu transmets pas aux autres ce que tu as appris de cette maladie-là, qui va le faire? En fait, ose et tente ta chance. Et donc, naturellement, j'ai entendu parler du patient expert, qui est une formation délivrée par les hôpitaux de Paris, qui, en fait, le patient expert, c'est un ancien malade qui a vécu une maladie dans sa chair et qui ensuite tisse un savoir expérientiel de sa maladie. Je reçois une formation qui me rend capable d'accompagner aujourd'hui d'autres personnes qui souffrent d'addiction et qui savent pas vers qui se tourner et qui ont besoin en fait d'échanger peut-être avec quelqu'un qui a vécu la chose. C'est plus facile d'échanger quand on se sent compris. Donc j'interviens à l'hôpital, aussi à l'extérieur pour ceux qui souhaitent un accompagnement. Et je vais encore plus loin, c'est-à-dire que moi en tant que jeune, vu que cette maladie-là fonctionne beaucoup par identification, je me suis dit mais va voir les jeunes, va leur parler, va leur dire que toi à leur place t'aurais adoré avoir de la sensibilisation, adoré entendre une histoire de vie qui est vecteur d'espoir. Et donc j'adore intervenir auprès des jeunes, auprès des étudiants pour leur témoigner de jusqu'à où peut aller l'alcool, jusqu'où peut t'emmener une relation malsaine avec un produit. Et voilà, ça me nourrit. Orgueilleusement, j'ai envie de dire que chaque humain a un vide en lui et essaye de le remplir. Je l'ai beaucoup rempli par l'alcool. Aujourd'hui, je le remplis par l'amour que je reçois, par la reconnaissance que je reçois. Je dis orgueilleusement parce que
oui, ça me fait plaisir, les applaudissements en fin de conférence, ça fait du bien, mais en fait, j'ai transmis une émotion, ça a impacté les autres, et j'espère avoir pu semer quelques graines qui germeront plus tard. Peut-être qu'ils n'ont pas compris d'un coup, mais peut-être que cette intervention pourra leur servir des années plus tard. Donc je fais ça, et puis j'interviens en entreprise. Mon grand rêve, ça serait que ce bouquin soit, comment on dit ? Traduit en plusieurs langues ? Traduit en plusieurs langues, oui, mais surtout adapté en film, en fait. Je considère aussi quand on veut pouvoir toucher le maximum de personnes, il faut utiliser tous les modes d'expression possibles. Et on considère ensemble avec Judith qu'on a écrit un scénario de film. C'est un livre ultra visuel, très émotionnel. Donc le scénario est là, il faut l'adapter, quoi. Faut y croire, hein, tu sais comment ça se passe, hein, la vie, l'univers, toutes les choses bonnes qui étaient. Enfin, ta mission, je pense qu'elle était écrite et pour moi, je parle vraiment de mission de vie et pour moi, ce que tu as réalisé, c'est tu as trouvé ta mission et la chose, et c'est pour ça que ça vibre autant et c'est pour ça que ça a autant d'impact. C'est comme tu dis, tu es tellement au bon endroit que ça ne peut qu'au niveau énergétique, on le ressent en fait, parce que c'est juste et c'est bien fait, il va falloir venir faire un tour, comme je te disais, à la fac de pharma et de médecine de Lille, parce que je pense que la rue des Bars, elle a besoin d'un peu aller voir un petit peu en profondeur. Mais j'aimerais bien. Ouais. Mais c'est vrai que j'interviens déjà à l'EDEC. Il y a beaucoup en fac, tous ces grosses facs comme ça, c'est il y a un besoin. Ouais, en fac pharma médecine, parce que je les connais, mais il y a des choses à faire et il y a beaucoup d'étudiants qui se perdent dans leurs études et qui utilisent ce moyen-là, essentiellement ce moyen-là, beaucoup moins les autres drogues, parce qu'il y a toute forme d'addiction, mais énormément l'alcool, qui fait partie du côté sympa de se retrouver et qui paraît normal aujourd'hui. Là, en fait, c'est une drogue licite, l'alcool, qui est disponible à chaque coin de rue, 24 heures sur 24, et qui détruit des vies, des familles entières. Et on n'en parle pas assez. En fait, les médias ont un rôle vachement important de transmettre ce message. On a trop souvent ces publicités qui glamourisent l'alcool, qui disent grâce à l'alcool, c'est comme ça que tu vas passer une bonne soirée, c'est comme ça que tu vas te décompresser à la fin du taf, etc. Il y a plein de messages qui sont erronés, qui sont transmis. Donc c'est aussi la responsabilité des médias de transmettre que l'alcool peut détruire. Et autre chose, en fait, on a peu parlé de ce sujet-là, mais la pression sociale est ultra présente chez les jeunes. Dans chaque contexte social, l'alcool est présent parce qu'apparemment ça désinhibe, ça délie les langues. Mais finalement, l'alcool, c'est je mets un masque sur ma véritable identité. Sous alcool, moi, je devenais quelqu'un d'autre, de totalement à l'opposé de ma véritable nature. Et donc, ça encore, c'est un message assez erroné qu'on a l'impression de reconnaître. Donc cette pression sociale chez les étudiants où en fait pour être intégré il faut pouvoir boire. Bien sûr. De toute façon les week-ends d'intégration, moi j'en ai fait un, l'intégration commence, on est déguisé, la première chose qui se passe c'est qu'on vient et qu'ils viennent avec des seringues, avec leur blouse blanche dans les années supérieures et puis si on n'a pas la petite voiture dessinée sur la tête qui dit qu'après on rentre chez nous, on se prend une pipette d'alcool pure de cette taille-là et qui nous met tout de suite dedans. Et puis derrière, en fait, c'est l'idée, c'est que tu rates un défi, tu dois prendre 2 seringues, 3 seringues d'alcool. Alors je sais qu'il y a des choses qui ont changé, dans le sens où les intégrations sont plus ce qu'elles étaient parce qu'ils ont mis des limites, mais ça n'empêche que les jeunes le font entre eux. Ils n'ont pas besoin que la fac laisse organiser une soirée d'intégration. C'est un peu à quoi ils s'amusent de leur côté, hein. Donc, mais c'était normal, logique. Alors on se retrouvait son soutien-gorge, on se retrouvait et ça devenait normal en fait. Mais forcément parce qu'on est tous alcoolisés en fait. Et à ce moment-là, il y a personne qui ne l'est pas. Et le premier qui va dire non moi ça va, j'en ai assez, on va lui dire oh arrête, c'est bon. Et t'as de la marge, ou mais si, allez, c'est que le début. Enfin, en fait, on pousse entre nous à faire ça. Et même moi, la première, je pense que, et j'en suis sûre que j'ai déjà eu ce genre de phrase. Oh, et ça va, boire un verre, c'est bon, ça va te faire du bien. Et
Voilà, il y a des choses à restructurer, à remettre dans la tête des gens. Super Baptiste, le nouveau Super Baptiste est là. Je suis là, mais je vais faire... j'essaie de pas trop mettre la pression, mais j'ai sûrement une responsabilité à dire ces choses-là. Je suis pas du tout anti-alcool. De toute façon, être anti-alcool, ça serait une erreur, parce que moi, j'ai accepté de ne pas savoir me contrôler face à l'alcool, mais en fait, il y a la majeure partie des personnes qui savent se contrôler et savent avoir une relation très saine avec ce produit-là. Donc finalement, en fait, un des messages à retenir, c'est, au lieu de se dire est-ce que je suis alcoolique ou non, c'est réfléchir à la nature de ta relation avec l'alcool. Pourquoi tu bois et comment tu bois? Dans quel type d'émotion tu es? Est-ce que tu essayes de masquer quelque chose? Est-ce que tu essayes de booster quelque chose? Avoir ces prises de conscience-là et réfléchir sur cette question-là peut déjà faire avancer énormément de personnes. Bien sûr. C'est vraiment un travail de toute façon, comme tu dis, de développement personnel. L'alcool, comme toute addiction, n'est qu'un moyen pour comprendre qui on est. Enfin, c'est juste une étape, comme beaucoup de pathologies, que ça soit la boulimie, l'anorexie, l'addiction au sexe, au jeu, ou tout ce qu'on veut, c'est toujours révélateur. Et pour terminer cette petite interview, est-ce que ce serait quoi ta phrase positive, vu qu'on est sur ma vie positive, que tu aurais envie de donner, de dire, alors pour tout le monde, ou pour les gens qui souffrent d'alcoolisme, enfin voilà, une phrase positive. La phrase positive que tu aimes donner aux gens. Je dis souvent que l'alcool n'a pas détruit ma vie, l'alcool l'a réorientée. Et ça, avec des années d'abstinence, je me dis qu'en fait, c'est la vérité. Oui, j'ai connu beaucoup de souffrances dans l'alcool, mais aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je peux être enfin moi-même parce que j'ai traversé ces épreuves difficiles et que j'ai appris à accepter mon hypersensibilité, à la montrer, ne pas avoir peur de montrer mes émotions, de dire ce que je pense. Et sans ces épreuves douloureuses, jamais, je pense, j'aurais été capable d'en arriver là où je suis. Donc, grâce à ce livre, c'est grâce à mon abstinence. Les conférences, c'est grâce à l'abstinence. Aujourd'hui, c'est grâce à mon abstinence. Je suis tellement reconnaissant de ce choix en 2015 d'avoir arrêté l'alcool, parce qu'il me permet comme je l'ai dit tout à l'heure, d'exploiter un potentiel qui était gâché par l'alcool. Ça a simplement réorienté ma vie. C'est bien dit, c'est joliment dit. Tous les obstacles qu'on a de toute façon nous façonnent et je suis tout à fait d'accord. Il y a beaucoup de choses douloureuses qui peuvent nous arriver et des fois dans la colère on se dit ah mais j'aurais aimé que ça n'arrive pas et voilà. Et en fait ça fait exactement qui on est et c'est ce qui fait que je suis là maintenant avec toi aussi, de par mon parcours, de par le tien. Et en tout cas franchement je te remercie. C'est un super témoignage. Juste un dernier petit mot. Oui, vas-y. C'est que, en fait, oser demander de l'aide, c'est super important. Moi, pendant des années, orgueilleusement, je pensais m'en sortir tout seul. Et j'ai bien vu que tout seul, je me rétamais violemment. Quand maman m'a proposé les Alcooliques Anonymes, le voile du déni s'est fracassé parce que j'ai fait preuve d'humilité en disant, en fait, oui, j'ai besoin d'aide. Et je pense que ça a été une grande preuve de courage. On pense souvent que demander de l'aide, c'est montrer nos faiblesses, etc. Mais on est humain, on a le droit d'avoir des vulnérabilités. Et on est des hommes, enfin, humain, c'est au sens global, on a besoin de liens, on a besoin de demander de l'aide. Et je pense que cet acte de courage de demander de l'aide, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Donc, toute personne qui ne sait pas encore si elle est addicte ou non, ou qui se pose des questions sur sa relation avec l'alcool, mais osez demander de l'aide. Il y a les hôpitaux, il y a les XAPA, il y a les cures, les psychologues, il y a les patients experts maintenant. Il y a plein de choses aussi qui se font. Donc, faites preuve de courage et demandez de l'aide. On n'est pas là pour juger ces personnes-là, on est là pour les accompagner, les revaloriser, leur redonner confiance. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, ouais, voilà. Merci beaucoup, c'est super sympa Baptiste. Mais merci pour ce temps et c'était vraiment sympa, merci beaucoup. Avec plaisir.